bienvenue pour votre journal d'actualité du district de Nyon. Au sommaire de ce 11 octobre, une large page consacrée à l'actualité politique économique de Gland, mais aussi aux vendanges. En fin de journal, départ pour le Sénégal avec des enseignants de la région. Pas de caméras de vidéosurveillance pour Beugnin. Mardi soir, le conseil communal de Beugnin a refusé le projet proposé par la municipalité. En décembre 2016, un règlement communal sur l'utilisation de vidéosurveillance dans l'espace public avait été avalisé par le canton. Il ne restait plus qu'à délibérer un crédit de 51 000 francs pour l'installation de 8 caméras et définir leur emplacement. Avant le vote, Rodolphe Henner rencontrait le municipal en charge du projet, Jacques Favre, pour connaître ses motivations. Votre commune va installer des caméras de vidéosurveillance sur le territoire communal. Oui, tout à fait. On a prévu d'installer 8 caméras à travers le village, enfin pas à travers le village, mais dans des endroits spécifiques autour de l'arrêt de bus ici, vers la déchetterie, les entrées de parking, etc. Ouais. Ça vient quelque temps après une première démarche qui consistait à faire valider dans le règlement communal l'installation de telles caméras. Oui, tout à fait. On a fait valider ça il y a 2 ans maintenant déjà. Mais les procédures sont assez longues avec le canton, etc., avec la commune. Donc maintenant, on va valider la mise en place du projet lui-même. Les lieux exacts, il y en aura donc ici 2 sur l'arrêt de bus où il y a beaucoup de monde, etc. C'est un peu procédurier aussi, mais beaucoup de monde. Beaucoup d'élèves, 400 personnes qui prennent des bus. On a une 50aine de bus par jour qui tournent par là autour. Et c'est un peu préventif, dissuasif, que ça soit un peu plus calme. Et en cas de problème, on aurait quelque chose à voir. C'est aussi pour vous défendre envers des parents qui pourraient être procéduriers? Éventuellement, on connaît les parents aujourd'hui. Le coût de cette opération, il est de combien? Le projet que nous avons défini maintenant, il est de 51 000 francs. Tout compris les caméras, l'installation, etc. Ces bandes, vous les gardez combien de temps? Alors, jusqu'à il y a peu de temps, c'était 96 heures. Et le règlement a changé il y a 1 mois. On a reçu des instructions du canton. On peut les garder jusqu'à 7 jours. Et qui les regarde? Alors, c'est moi et notre syndic. Dans le cas présent. Alors, on est bien d'accord, vous consultez les bandes si on vous signale un incident? Tout à fait. On n'a pas le droit, normalement, d'aller regarder s'il n'y a pas nécessité de le regarder. Considéré comme une atteinte à la liberté, une incitation à la paranoïa, le projet a été balayé par le législatif à plus de 60% et est désormais enterré jusqu'à la fin de la législature. En juin dernier, le PLR La Côte déposait conjointement 2 postulats dans les villes de Nyon, Gland et Rolle. 2 postulats qui demandaient des comptes sur les centres médico-sociaux et le centre social régional. Transformé en interpellation à Gland, la municipalité a donné réponse jeudi dernier. En juin dernier, les sections PLR de Gland, Rolle et Nyon déposaient devant leur conseil communal respectif 2 postulats. Le premier visait les centres médico-sociaux. Ce postulat demande un bilan général des avantages et désavantages des CMS. On demande également de connaître le niveau d'information, la transversalité entre les divers services et les divers acteurs régionaux, hôpitaux, CMS, médecins. Le second s'attaque au centre social régional. En effet, les jeunes de 18 à 25 ans, leur avenir n'est pas le chômage, leur avenir n'est certainement pas se retrouver à l'assistance. Il s'agit pour la société de s'occuper d'eux, pour la politique de se pencher sur eux, de voir quelle formation on peut leur proposer, dans quelle mesure ils peuvent être réinsérés, trouver une formation, avoir un suivi. Car pour le PLR, si les bases légales sont cantonales, leur mise en œuvre concerne les communes. Des communes qui financent aussi une large part des prestations, d'où la volonté d'un droit de regard communal. C'est vrai que les lois se décident au niveau cantonal, mais on les applique chez nous. Nous finançons une grande part de toutes ces actions sociales, de cette mise en place quelque part de moyens d'aider la population. Évidemment, dans les villes, la facture est relativement conséquente. Et notre idée, c'était à Nyon, Gland et Rolle d'avoir vraiment un bilan au niveau local.
Les postulats demandent aux municipalités de prendre des mesures ou de légiférer. Mais à Gland, ils ont été transformés en interpellation, soit une simple demande d'explication ou de précision. Et le parti du centre droit a reçu jeudi dernier une réponse de la municipalité, une réponse qui ne satisfait pas entièrement. Alors, pas complètement, parce que ce sont des réponses qui sont amenées par la direction des soins à domicile. Aujourd'hui, je demandais une réponse de la part de la municipalité. On le sait, les communes sont majoritaires à 51%. Elles peuvent avoir donc un droit de regard sur ce qui se fait. J'attendais donc une réponse de leur part qu'aujourd'hui je n'ai pas eue. En fait, et j'attendais un vrai écho du terrain et non pas que des statistiques. C'est vrai, j'ai quelques chiffres, mais pas que. En toile de fond, de dire que le PLR s'attaque au monopole public de la politique sociale et de santé, il n'y a qu'un pas. La question est donc la suivante. Le privé pourrait-il faire aussi bien que le public en matière de social? La question est effectivement intéressante. La concurrence est saine et pourquoi pas finalement mettre en concurrence différents services? Nyon et Reul n'ont pas encore entièrement répondu à ces deux postulats, mais nul doute que les réponses des municipalités seront semblables au retour glandois. Une fois toutes les réponses reçues, le PLR indique vouloir étudier la suite à donner à ce combat idéologique. Jeudi dernier, nous parlions péréquation et RIE3 avec le municipal en charge des finances de Gland, Gilles Davoine. Et bien cette semaine, deuxième tour de table, toujours avec Gilles Davoine, accompagné cette fois-ci du responsable à l'économie de Gland, François Ravel. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Avec vous, on parlera évidemment promotion économique, mais avant ça, Gilles Davoine, donc depuis notre dernier entretien, l'arrêté d'imposition qui a été voté lors du conseil communal, quel est le résultat du vote ? Vous avez vu, je suis resté là, je n'ai pas bougé. Non, le résultat est passé, alors c'est passé, comme on dit, comme une lettre à la poste. Effectivement, il n'y a pas eu de discussion, donc même pas de discussion, même pas de prise de parole, et ça a été accepté à l'unanimité. C'est vrai que c'est un arrêté d'imposition qu'on ne bougeait pas, et ce malgré les nouvelles dont je vous avais fait part jeudi dernier sur la péréquation et ces 6 millions supplémentaires. Donc ça, malgré les 6 millions d'acomptes prévus pour le budget 2019, ça peut paraître surprenant qu'il n'y ait pas de questions. Quelles questions vous auriez imaginé répondre, Gilles Davoine ? Bon, c'était sur l'arrêté d'imposition. Donc la question qui pouvait se poser, simplement, toute bête, c'est est-ce qu'on ne devrait pas augmenter les impôts, vu qu'on aura forcément un budget déficitaire en prenant ces 6 millions de péréquation de manière inattendue, comme ça dans nos comptes. Et puis, c'est vrai que j'y avais déjà un petit peu pré-répondu, sans avoir la question dans mes communications, en signalant que nous estimions qu'un seul exercice déficitaire ne suffisait pas pour se dire qu'on allait augmenter les impôts, et qu'en plus nous aurions une marge brute, mais surtout une marge nette d'autofinancement qui serait à l'équilibre. Et c'est ça que, légalement parlant, on poursuit comme but. C'est vraiment pas l'équilibre budgétaire en tant que tel, même si c'est mieux. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que la marge nette d'autofinancement reste positive, et ce sera le cas. Et puis un nouveau postulat, promotion économique, connaître la vision, pourquoi pas disruptive de la municipalité. Gilles Davoine, quel est le but de ce postulat ? Alors ça, il faut demander ça à la postulante, en l'occurrence, Samine Mignon-Courvoisier du PLR. Moi, j'ai très honnêtement, je l'ai dit au conseil communal, trouvé que ça enfonçait quelques portes ouvertes, à mon avis, et que c'est de toute façon des choses qu'on allait présenter, puisqu'il faut quand même laisser le temps à mon délégué à la promotion économique de faire aussi son œuvre et d'arriver dans la commune. Selon vous, ce n'est pas le bon moment de le présenter, ce postulat ? Ça ne me dérange pas, c'est-à-dire que je trouve qu'il a une utilité qui est discutable, mais pour moi, finalement, c'est assez intéressant. Pour nous, c'est intéressant, pour la municipalité, puis aussi pour mon délégué à la promotion économique, c'est assez intéressant, dans la mesure où finalement ça nous permettra de présenter au conseil communal notre plan d'action par le biais de cette réponse au postulat, sachant que sinon, en fait, on n'a pas vraiment la possibilité de faire ça, de donner juste une information, à part dans nos communications, mais disons que là, ça sera quelque chose de plus formel, où comme ça, on pourra tenir au courant le conseil communal assez rapidement du plan qui sera mis en place au sein de la promotion économique de la ville de Gland. François Ravel, donc selon vous, quel est l'intérêt de ce postulat ? Je crois qu'il s'inscrit exactement dans la volonté politique actuelle, la municipalité, c'est-à-dire exprimer un petit peu la volonté, l'objectif de ce développement économique. Et puis, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire construire déjà cette stratégie, la formaliser. Et puis, je crois que derrière tout ça, il y a surtout une volonté de pouvoir tisser un lien entre cette économie, la volonté de ne pas la subir, mais de pouvoir la comprendre.
l'entendre et de l'accompagner dans le changement. Et je me réjouis surtout de l'ouverture d'esprit du postulat sur le côté disruptif. Ouais. Ça va nous permettre. C'est intriguant, disruptif, qui appelle donc à l'innovation. Mais quels sont du coup, est-ce que vous avez des exemples d'entreprises innovantes dans la région ? Alors, c'est encore un petit peu tôt pour commencer à citer des exemples ou donner des objectifs très illustrés, très concrets. Pour l'instant, on a démarré justement avec la municipalité un programme sur l'ACG, donc l'Association commerciale de Gland, pour mener une réflexion globale et puis voir dans quelle mesure on pouvait repenser le futur, le développement futur de cette association, et ça en partenariat avec les entreprises existantes. Quand je dis entreprises, c'est au sens large, ça veut dire les commerçants, les artisans, les entreprises, les professions libérales, pardon, et on espère justement qu'un maximum d'entités participeront, parce qu'au final, c'est eux qui doivent pouvoir en bénéficier. Mais quels sont du coup les objectifs pour ces entreprises ? Comment est-ce que vous espérez qu'elles innovent concrètement ? Alors de l'innovation, il y en a, je crois, à plusieurs niveaux. Il y a de l'innovation technique, il y a de l'innovation structurelle. Le canton de Vaud est pionnier en fait en Suisse de ce côté-là. Beaucoup de choses sont parties de l'EPFL par rapport à la recherche. Et aujourd'hui, on a cette innovation plus générale qui est en train de se mettre en place, qui est finalement un style d'entrepreneuriat, un style de pensée entrepreneuriale qui se met en place. Donc, en fait, la porte est assez ouverte pour un bon nombre d'entreprises et de gens qui veulent créer, monter quelque chose, qui veulent développer, qui veulent s'implanter. Et puis le cadre en fait de Gland est vraiment, à mon avis, extrêmement favorable. Gilles Devoine, dans ce postulat, on peut lire également qu'il existe donc une multitude de PME et de start-up que la population connaît mal. La faute à qui, selon vous ? Alors, le fait que la population, une partie de la population s'y intéresse pas forcément. Après, il y a quand même, on va pas pouvoir faire non plus toujours le travail des entreprises elles-mêmes qui, si elles ont besoin de se faire connaître, doivent aussi utiliser leurs propres moyens pour se faire connaître. Nous, on est là pour aider, évidemment. Et puis, c'est vrai, alors il faut l'admettre. Je veux dire, si on a maintenant un délégué à la promotion économique, moi, j'ai hérité de ce dicaster en arrivant dans cette législature, mais pour l'instant, il n'y avait pas de délégué à la promotion économique. Et la promotion économique se résumait jusqu'à présent à quelque chose d'assez restreint, à quelques petits déjeuners avec les entreprises, à quelques communications, mais ce qui était normal. De la même manière qu'en 2011, il n'y avait pas de service de la culture, il n'y avait pas de service de la jeunesse. C'est une ville qui grandit, qui est en expansion, et puis ce sont des choses qui arrivent logiquement avec cette ville de Gland qui est devenue une ville. Donc la promotion souvent considérée comme dortoir. Donc François Ravel, vous en tant que délégué responsable justement à l'économie, quels sont les challenges pour cette ville appelée dortoir ? Moi, j'ai très bons souvenirs de dortoir en camp de vacances quand j'étais jeune, donc c'est à contrario pas du tout un mot négatif. Je crois qu'effectivement, c'est un petit peu le seul marqueur qu'on a dans l'histoire de Gland. Et puis, je pense aussi que ça fait très très longtemps que cette appellation, elle est désuète. On le voit, la pendularité en fait des gens s'est propagée dans d'autres villes et dans d'autres endroits chez nous. Est-ce qu'on peut concurrencer justement les autres villes comme Genève ou Nyon qui ont des monstres finalement de l'économie à Gland ? Je ne suis pas sûr en fait qu'il y ait une volonté de concurrencer. Je ne suis pas sûr que ça soit très sain en fait de vouloir rentrer en compétition directe. Je crois au contraire qu'on a beaucoup de complémentarité et sans aller aussi loin, si tant est que Genève et Lausanne soient loin, on a des voisins très proches, Nyon, Rolle, Morges, qui sont aussi des partenaires. On fait partie d'une région, d'un district, donc il y a toutes ces composantes qui fait que on a notre pierre à amener notre pierre à cet édifice. Et puis, c'est plutôt que de voir ça comme une compétition où chacun est sur la même starting line et qu'il faut atteindre la ligne de finish en premier. Donc la ligne sera longue. Ouais, la ligne sera longue et difficile quand on parle budget, tout simplement. Est-ce que cette promotion à l'économie, elle est possible finalement avec des budgets qui tentent à se resserrer, Gilles Devoine ? Alors ce budget précis, la ligne précise de la promotion économique tend évidemment pas à se resserrer, puisqu'avant elle n'existait quasiment pas. On avait de mémoire 6 ou 8 000 francs au budget qui n'était même pas forcément utilisé. Et puis pour ce budget 2019, on a poussé cela à 50 000 francs, ce qui devrait
commencer à permettre à François Raval de pouvoir faire quelque chose. Et je pense que là-dessus, je n'aurais pas trop de problème à être soutenu par un conseil communal qui a souhaité avoir un délégué à la promotion économique, qui d'ailleurs dépose des postulats dans ce sens aussi, et puis qui avait même dit est-ce que 80% pour déléguer à la promotion économique c'est suffisant, est-ce qu'on ne devrait pas le pousser à carrément à 100% quand on sait la position générale du conseil communal sur les EPT, sur les équivalents plein temps, c'était assez surprenant. Donc on voit que là il y a une vraie volonté. Donc après, engager quelqu'un mais pas de lui donner le budget pour travailler correctement, ça n'aurait aucun sens. Donc je pense qu'on n'aura pas trop de soucis, il faut l'expliquer comme n'importe quelle ligne du budget. Donc il faut dire qu'est-ce qu'on veut faire avec ces 50 000 francs. Mais je pense que de ce côté-là, il n'y aura pas de souci. Et puis ça sera un bon début avec cette ligne budgétaire pour commencer quelque chose d'efficace et faire en sorte que la cité dortoir que Nomier, qui à mon avis dans le district et même plus loin, c'est déjà plus le cas. Les gens savent bien que Gland n'est plus une cité dortoir. On doit travailler un petit peu plus loin encore. Les gens qui font que passer sur l'autoroute et qui voient la cité ouest et Ekenot disent peut-être encore ça, mais on y travaille et je pense qu'on est assez efficace là-dessus, sur d'autres plans aussi, on le sait, la culture, le sport. Ouais, on va s'arrêter là. Ça. Merci Gilles Darboine pour ces précisions et bonne suite à vous. Merci François Ravel, à la prochaine. Merci. Curiosité à Communy, il existe un congélateur communal. Ce dernier permet aux habitants de venir entreposer dans des casiers loués à l'année leur surplus de nourriture. Cette semaine, la municipalité présentait un préavis pour la rénovation de l'installation. Il sera voté lors du prochain conseil communal. Un frigidaire, un joli scooter. Le congélateur communal. Oui, vous avez bien entendu, congélateur communal. Vous connaissez ? Petite visite avec le municipal Yves Hermangin. L'installation technique du congélateur, donc le compresseur de froid. À Communy, ce service à la population fait partie des traditions. Mais ne tardons pas et allons tout de suite voir à l'intérieur où le thermomètre affiche moins 20 degrés et où l'on trouve des centaines de casiers. Des casiers de différentes tailles. Toujours la même profondeur, mais largeur, hauteur, en fonction des besoins des clients. Le bâtiment a été construit en 1807, je crois. Il a été la propriété de la société de laiterie, c'est pour ça que le bâtiment s'appelle le bâtiment de la laiterie. Et tous les agriculteurs du village amenaient leur lait ici pour le traitement. Et à côté de ça, il y avait les casiers de congélateurs, vu qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de congélateur à la maison. Les agriculteurs, quand ils abattent une bête, faut pouvoir la stocker et la conserver. C'est pour ça que pratiquement toutes les familles agricultrices de Communy ont une ou plusieurs cases ici, afin de stocker les productions de l'année, que ce soit de la viande, des légumes. Et combien cela coûte-t-il à l'utilisateur ? Ça se loue à l'année pour des prix allant de 50 à 200 francs, suivant la taille de la case. Et les gens viennent, ils mettent leur cadenas dessus et ils l'utilisent et on envoie la facture une fois par année. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière. Effectivement, c'est l'histoire villageoise, c'est l'historique du village. Et apparemment, vu l'utilisation actuelle des cases, oui, c'est important pour les personnes d'avoir cela à disposition. Mais cette tradition sera débattue cette semaine au conseil communal de Communy, puisque l'installation commence à montrer des signes d'usure. Objectif, construire un nouveau congélateur dans un bâtiment situé à quelques dizaines de mètres de là. Le tout pour 50 000 francs. On a pris l'option de proposer cela au conseil communal parce que l'installation est quand même assez vieillissante, la technologie également est ancienne et ça nous pose des problèmes de fiabilité du bâtiment. On a beaucoup d'humidité dans les logements qui sont juste à côté. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio. Et en chanson, vous aurez reconnu cette fois-ci les paroles de Boris Vian qui disait lui aussi « Tous les parents se valent ». Je ne suis pas certaine d'être du même avis, mais en tout cas, je souhaite à Rodolphe de continuer à accomplir de très belles choses dans ce rôle-là. Place à la fête et au district. Le week-end dernier, la fête de la vigne a soudé le district autour de la vigne de la Duché des 47 ceps qui symbolisent les communes du district de Nyon. Un district de Nyon fêté en grande pompe puisque cette année marquait les 10 ans de sa création. Ce week-end, c'était Fête de la Vigne à Nyon. La Fête de la Vigne, c'est 2 jours de fête gratuite et populaire autour du raisin. C'est une très belle réussite, on a eu vraiment beaucoup de monde dès le vendredi soir et sur le week-end.
Un engouement populaire bien évidemment qui nous réjouit. Le district a répondu présent, le beau temps aussi, donc pour l'instant c'est une super réussite. La fête de la vigne, c'est aussi l'occasion pour les autorités locales de resserrer les liens et d'en créer de nouveaux, voire de faire passer son message auprès du Conseil d'État vaudois, par exemple au sujet de la péréquation. Absolument, hein, on sait toujours que c'est dans les carnets de sel que se prennent les décisions les plus importantes. Je crois qu'ici, ces déclarations font du bien, mais on espère toujours, et c'est ça un petit peu le plus difficile, c'est qu'on espère qu'il y ait véritablement des suites qui soient concrètes. Et les communes avaient voté une résolution récemment, Madame Métro va y répondre, le Conseil d'État aussi. On ne doit pas faire la guerre, on doit se parler. Je l'ai dit, vu que Mme Métro venait du Gros-de-Vaud, c'était le grenier du canton, je lui posais la question, est-ce que Nyon, c'est le coffre-fort du canton? Oui, effectivement, ces communes ont des difficultés financières, nous en sommes conscients. Nous allons répondre à l'ensemble des syndics et municipaux qui nous ont écrit. Il y a un premier pas qui a été fait dans le cadre des accords canton-communes qu'on a trouvés il y a quelques semaines. Et j'espère que le Grand Conseil validera cet accord de manière à ce qu'il y ait une redistribution pour le district et pour les communes qui en ont besoin. Créé en 2011 par la Jeune Chambre internationale de la Côte, cet événement rassemble autour de la vigne de la Duche, symbole de l'union des 47 communes composant le district de Nyon. On voit que le district fonctionne maintenant. Cette réunion des deux districts est une chance, je pense, pour la région. On l'a vu au niveau économique. C'est un vrai développement et je pense qu'on est vraiment un poids dans la région par rapport au canton. C'est vraiment le côté positif de cette réunion du district. Cette 8e édition de la Fête de la Vigne coïncidait aussi avec les 10 ans de la création du district de Nyon. Et si tout le monde a bien compris le concept de fêter la vigne, celui du découpage électoral et administratif de l'État de Vaud reste beaucoup plus opaque. Qu'est-ce que ça représente, la Fête de la Vigne, pour vous? Pour moi, c'est le travail de tous les ouvriers, patrons et tout. Puis c'est merveilleux ce qu'ils font. C'est la festivité, le bonheur et la joie. Je me suis dit, tiens, on va aller faire un petit tour, rencontrer du monde, voir un petit peu ce qui se passe, j'avais vu. Et puis, du coup, on se fait une petite balade en famille. C'est aussi les 10 ans du district de Nyon. C'est quoi le district de Nyon? Ça sert à quoi un district? La question piège. Un district, c'est une association de plusieurs communes. C'est, sauf erreur, 47 communes qui se sont regroupées il y a 10 ans. Voilà. Un concept difficile à comprendre et ce, même en envoyant notre reporter la plus tenace. Qu'est-ce que c'est le district de Nyon? Ça 48 communes. 48 communes. Mais à quoi ça sert? À rien. Quoi qu'il en soit, la Fête de la Vigne et des 10 ans du district a fait le plein. Concerts, spectacles, stands et rallyes ont concouru à la réussite de cette manifestation. La 100 millième habitante du district a été accueillie comme une reine et la parade des lanceurs de drapeaux italiens a rappelé l'ouverture de la région au monde. En cette période des vendanges, NRTV a également décidé de marquer le coup avec une série consacrée à la vigne. Pour cette première, immersion dans les traditions du vignoble avec un charmant personnage rôlois, Jean-Dominique Rossa, tireur officiel des 3 coups de canon de la fête du raisin à Féchy. Féchy, un village enchanteur qui vit au rythme des saisons de la vigne. Chaque année, à l'automne, les bancs des vendanges sont levés par 3 coups de canon. Une coutume qui commençait il y a 28 ans avec Jean-Dominique Rossa, rôlois et ancien propriétaire et vigneron de Féchy, mais aussi ancien militaire dans l'artillerie formée au canon. Un conseiller fédéral, ami de mes parents, qui ont un domaine à Féchy, a eu l'idée de trouver un canon d'artillerie, un obusier 7,5, car le diamètre du tube a exactement le diamètre de la bouteille vaudoise de CDC. Et c'était là l'idée de base de faire la levée des bancs de vendange avec 3 coups de canon. Toujours contrôler le tube
Un canon trouvé dans un fort en vallée et qui date de 1942 avec une portée de 25 km. C'est un obusier de campagne 7.5. On est prêt pour le tir. Pour Jean-Dominique Rossa, c'est avant tout un objet porteur de tradition. Ça marche, d'accord. C'est des excellents souvenirs parce que l'ambiance des vendanges est une ambiance spéciale qui est très chaleureuse chaque année. Bon, alors, on va réduire la confiture. Comme le vin qui devient meilleur avec le temps, c'est un amour qu'il souhaiterait désormais voir résister aux années. Je suis là-bas, on repart. Il reste que les années passent, mais ne se ressemblent pas. De plus en plus, elles se perdent. Et puis, il faut espérer que certaines personnes maintiennent ces traditions. Au village, ces mots trouvent tout naturellement écho chez les organisateurs de la fête du raisin et les vignerons. Moi, cette fête du raisin, je suis un petit peu... je suis née dedans, on va dire ça comme ça. Je dis toujours que je ne suis pas née dans un chou, voilà, ou dans une rose, mais dans une cuve ou bien au pied d'une vigne. Ah, c'est important parce que c'est notre vitrine de tout ce qu'on fait, nous montrer notre savoir-faire à tout un bassin de population qui travaille sur Lausanne, Genève et puis qui habite des fois ici, puis qui nous connaissent pas vraiment en fait. Donc c'est l'occasion de montrer ce qu'on fait. 20 ans d'expérience dans cette fête, donc ça fait beaucoup. Ça fait 20 ans que je participe assez activement et puis je ne changerai pour rien au monde. De continuer de faire perdurer la fête, ça amène à ces traditions et à faire connaître le vin à ces nouvelles générations qui ont perdu un peu peut-être l'habitude de ce vin. Si on n'est pas né dans un village vinicole, je ne pense pas qu'on a cette culture-là. Pour les jeunes novices, ces traditions se trouvent désormais au fond d'une bouteille. J'étais déjà venue l'année passée pour déguster, pour un peu connaître les différents vins de la région. J'avais apprécié l'événement, donc je suis revenue. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que finalement cet engin aujourd'hui il repose dans une cave et qu'il ne sort que pour la fête de la vigne? Ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, il y a peut-être la prochaine génération, les jeunes qui diront tiens on va ressortir ça, puis ça leur fera le vrai coup de canon pour eux, quoi. Voilà. Selon vous, ça fait partie du patrimoine suisse? Oui, bien sûr. Et à noter que notre débat du jour sera également consacré à la thématique des vendanges. Les invités vous parleront de ce millésime 2018 jugé exceptionnel. À présent, départ pour le Sénégal, une vingtaine d'enseignants de la région, mais aussi des élèves de l'école internationale de l'école James à Étoile se rendront d'ici la fin de la semaine en Afrique. Objectif, échanger avec les habitants du village d'Abéné, rencontrer le ministre de l'Éducation sénégalais et restaurer une école. Nous les avons rencontrés en plein préparatif de voyage. Qu'est-ce qui fait les ingrédients d'un bon voyage ? D'ici la fin de la semaine, une cinquantaine de personnes, dont des enseignants des écoles de Genelier et environ, et des familles de l'école internationale James à Étoile, partiront pour le Sénégal. Objectif, créer une rencontre interculturelle et sortir des sentiers battus. Ni s'approprier la culture sénégalaise, ni garder complètement la nôtre, mais essayer de faire une troisième réalité entre la culture sénégalaise et la culture suisse, qui permet justement la rencontre des enseignants sénégalais avec ceux d'ici. Au programme, rencontre avec le ministre de l'Éducation sénégalais à Dakar pour échanger sur la politique éducationnelle. Plus tard, une visite de l'île de Gorée, témoin de l'histoire et de l'esclavage. Enfin, séjour à Abéné pour échanger avec des familles et participer à différents ateliers sur place, dont la rénovation de l'école du village. Chez nous, les maîtres qui vont aller là-bas, s'ils sont prêts à prendre un risque, c'est-à-dire se mettre devant une classe de 112 élèves dont les élèves parlent 4 ou 5 langues différentes, s'ils sont prêts à lâcher prise sur la gestion du temps et sur la planification de la leçon, je pense qu'ils vont en retirer énormément de choses. Et puis, les maîtres sénégalais, s'ils sont prêts aussi à entendre que chez nous en Europe, on planifie les leçons et qu'on ne commence pas une leçon sans avoir un objectif d'apprentissage, je pense qu'eux peuvent retirer
tirer aussi passablement de pépites qui choisiront d'exploiter par la suite ou pas. Un voyage financé par les participants et organisé sur leur temps privé. Le tout grâce à Doug Manuel qui possède une maison à Abéné et fondateur de la société formatrice Sewabits. Nous, on a matériellement tout ce qu'il nous faut. Là-bas, ils n'ont rien. Ici, quand la photocopieuse ne fonctionne pas pour préparer pour un cours, c'est une catastrophe. Là-bas, quand ça marche, c'est exceptionnel. Donc, je crois que nous, on a besoin vraiment de voir comment les autres dans le monde, comment eux, ils vivent. Et ça nous enrichit nos expériences ici, une fois qu'on a une expérience là-bas. Pour certains des participants, c'est une expérience déjà vécue puisqu'ils repartent pour la deuxième fois. Pour d'autres, c'est une première. Je retourne parce que j'ai envie de retrouver les enseignants avec qui on a travaillé là-bas. Souvent, on part en vacances plus pour se reposer et tout ça. Et là, c'est vraiment le dépaysement en fait, que je recherche. Et puis, voir ailleurs comment ça se passe et peut-être prendre un peu de recul sur ce qu'on vit ici en Suisse. Actuellement, avant le voyage, je me sens stressé. J'ai quand même peur parce que j'ai pas l'habitude du tout de ce style de vie. C'est vrai qu'on part à l'inconnu dans un endroit moins développé que chez nous, donc on a quand même notre confort ici en Suisse et ça, en même temps je me réjouis et j'appréhende, c'est un peu entre les deux. De retour en Suisse, les enseignants souhaitent faire part de leur expérience à leurs propres élèves. Ça leur ouvre un peu les yeux que oui, il y a des enfants dans le monde qui n'ont pas 25 000 cahiers, qui n'ont pas le dernier sac d'école à la mode, qui n'ont pas tout ça et puis ils sont contents d'aller... Ils veulent aller à l'école et ils sont contents d'y aller. Voir le côté très imaginatif qu'ils ont pour arriver à faire des choses avec parfois 50 gamins dans une classe, 54 gamins, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis je me suis dit, mais tiens, ça serait intéressant de voir comment je peux me plonger dans ces conditions et de me mettre moi aussi à faire des choses avec à peu près rien. Et puis ça a été un enrichissement, quoi. Une belle aventure que nous vous proposerons de découvrir prochainement sur MRTV. Pour terminer, un point de situation quant à l'ouverture des patinoires avec notre capitaine préféré, Florian Cavalieri. Il fait encore beau et chaud, mais les amateurs de sport d'hiver ont déjà le regard rivé sur leur application météo pour guetter les premiers frimas saisonniers et les flocons. Intéressons-nous au sport de glace puisque les patinoires du Distri ouvrent en ordre dispersé. Les premières à inaugurer leur glace seront Nyon et Perrois le samedi 20 octobre. Nyon fête cette année les 10 ans de la patinoire de Rives et de nombreuses surprises sont annoncées tout au long de la saison pour célébrer cet anniversaire. Du côté de Perrois, la dernière née des patinoires régionales sera installée à la place des Sports aux Rivières. L'installation comprend une patinoire homologuée pour la première ligue de hockey sur glace, un local pour la location de patins ainsi qu'une buvette de 60 places. Une buvette où se restaurer avec des produits du terroir. C'est aussi la nouveauté de l'installation glandoise dédiée au monde qui glisse. Dans la seconde ville du Distri, on patinera du côté de Grandchamp dès le vendredi 2 novembre. Et le lendemain, samedi 3 novembre, c'est au tour de la patinoire de Terre Sainte d'ouvrir sa glace au public, toujours dans le parc du prestigieux château de Coppet. Enfin, pour boucler la boucle de ces ouvertures hivernales, on prend de la hauteur direction Saint-Sergue et plus précisément le Vallon. Située au pied des pistes du village, la patinoire de Saint-Sergue sera praticable dès le 10 novembre. C'est un samedi et de nombreuses sessions nocturnes sont d'ores et déjà prévues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un réel plaisir d'avoir été en votre compagnie. La semaine prochaine, l'occasion de voir ou revoir nos meilleurs sujets depuis cet été avec un best-of. Quant à nous, on se retrouve à partir du 22 octobre sur nos réseaux sociaux et à partir du 25 sur vos écrans de télé. Très bonnes vacances à tous.